Et on est en différé! Bonsoir les exploreurs, nous nous retrouvons ce soir pour un format court qui va être très long dans les formats courts, puisqu'on a mine de rien 13 petites pages à passer ensemble. Nous avons une soirée spéciale sur les triangles. Je sais que c'est un sujet que beaucoup adorent parmi mon public, même si moi personnellement j'ai des petites préférences pour d'autres types d'engins, on va dire. Je remercie d'ailleurs Ryan Sprague pour les droits de traduction de ces 2 articles sur le sujet qui sont parus à 1 mois d'écart. C'est paru dans Trails of the Saucers. Alors Trails of the Saucers, c'est Brice Zabel qui s'en occupe et globalement, il invite des écrivains et des auteurs à publier des sortes d'articles qui creusent un peu plus en profondeur que ce que vous pouvez trouver dans les revues de presse. Alors généralement, je traduis pas ce qui est sur Medium parce que le problème de Medium, c'est que vous pouvez un peu publier ce que vous voulez parce qu'il n'y a pas de contrôle éditorial. Là, c'est un peu spécifique parce que c'est géré par Brice Zabel, donc c'est sous l'autorité de Brice Zabel, donc ça veut dire qu'il y a eu une revue du texte et il y a eu des corrections qui sont appliquées, donc c'est quelque chose d'un peu plus solide que ce qu'on peut trouver sur Medium d'habitude. Ryan Sprague, Trail of the Saucers, un militaire de la marine rapporte 5 incidents distincts d'ovnis triangulaires au-dessus d'une station aéronavale. Des décennies de mystérieuses observations d'ovnis triangulaires continuent de hanter notre ciel et défient toute explication officielle. Le 25 juin 2021, le bureau du directeur du renseignement national, dans le cadre du travail effectué par le groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés, UAPTF, a rendu public une évaluation préliminaire de 9 pages sur les phénomènes aériens non identifiés, comme l'avait demandé la commission du renseignement du Sénat. En retour, la possibilité d'un bureau permanent de Pan est officiellement devenue une réalité. La stigmatisation et le ridicule liés au signalement des ovnis s'estompent, ce qui permet à davantage de militaires de signaler les incidents ovnis au lieu de les ignorer complètement. Mais pour de nombreux militaires qui n'ont pas bénéficié de ce nouveau luxe d'acceptation et de déstigmatisation, le simple fait de signaler de telles choses n'était même pas une option. Et l'un de ces individus qui a souffert de la stigmatisation était un ancien militaire de la Navy, Angelo Accha. Il a contacté l'auteur, Ryan Sprague, en 2021 et a partagé pour la toute première fois 5 observations distinctes d'un ovni de forme triangulaire au-dessus d'une base aéronavale en Californie entre 2011 et 2012. Hacheta s'est engagé dans la marine américaine en 2009 en tant qu'administrateur de maintenance aéronautique, travaillant sur la logistique des avions de combat F-18 Super Hornet. Il était stationné pour le service à terre au FRC West de la station aéronavale de Lemoore, à Lemoore, en Californie. Alors qu'il était de garde le 15 novembre 2011 vers 23h30, quelque chose a attiré son attention. Citation: J'ai remarqué un objet dans le ciel nocturne, se souvient Hacheta dans un courriel. Il était trop lent pour être un F-18 Super Hornet. Je suis très familier avec ces avions en raison de mon travail. Fin de la citation. Ce qui a le plus frappé Hacheta, c'est à la fois la forme de l'objet et la lumière qu'il émettait. Citation: Il était triangulaire. Il avait des lumières qui brillaient en dessous. Elles étaient sur chaque point du triangle. Elles étaient extrêmement brillantes et émettaient une lueur blanche. Fin de la citation. Il n'a pas pu en distinguer beaucoup plus car l'objet était à environ 500 mètres. Mais Hacheta pense qu'à cette distance, l'objet était plutôt grand et qu'il mesure environ 4 et qu'il faisait environ 4000 pieds d'altitude. 4000 pieds. Excusez-moi. Citation. Sa vitesse était modérée, il se déplaçait de façon très fluide, presque comme s'il glissait sur l'eau. Hacheta se souvient être resté là, figé sur place. Citation. J'étais hypnotisé par ce que je voyais. Après environ 3 minutes à regarder le triangle se déplacer vers l'ouest, il s'est soudainement élancé à une vitesse incommensurable et a disparu de ma vue. Plus tard, dans la matinée, Hacheta a raconté à un supérieur ce dont il avait été témoin. Mon supérieur a immédiatement ri et m'a demandé en plaisantant si j'avais bu au travail. Cette réponse a suffi pour qu'il se taise. Je sortais tout juste des cours de base à mon premier commandement et je ne voulais pas que mes officiers supérieurs et mes autres camarades de bord me regardent différemment. Les mots circulent vite sur les bases militaires et je ne voulais pas être étiqueté comme un cinglé ou un fou. Fin de la citation. Alors qu'un seul événement ovni piquerait la curiosité de n'importe qui, Hacheta rencontrerait le mystérieux triangle à 4 autres occasions distinctes entre février et octobre 2012. Chaque fois, le triangle noir planait au-dessus de certaines zones de la station aérienne, étonnamment dans des zones où Hacheta savait que les escadrons effectuaient souvent des opérations d'entraînement la nuit. Citation: Je ne pouvais pas croire qu'il n'y avait pas un seul F-18 dans le ciel pendant le temps où cet objet était dans notre espace aérien.
Fin de la citation. À une occasion, alors qu'il faisait une pause cigarette, Aceta a été témoin du triangle avec un autre militaire. Selon Ancheta, lui et son camarade marchaient vers la caserne lorsque le camarade a remarqué le triangle noir au-dessus d'eux se déplaçant très lentement dans le ciel nocturne. Il se trouvait à environ 2000 pieds au-dessus d'eux, bien trop bas pour être un avion qu'ils avaient l'habitude de voir à la station. Citation, j'attendais qu'il dise quelque chose, mais c'était comme s'il était hypnotisé. J'étais ravi que quelqu'un d'autre soit là pour voir ça avec moi, se souvient Ancheta. Alors qu'il regardait, le triangle noir a fait un mouvement rapide vers la droite et a disparu instantanément. Aceta espérait qu'en ayant quelqu'un d'autre sur place, ils pourraient tous deux rapporter ce qui s'était passé. Découragé à la fois par la nature ambiguë de ce triangle noir et par le fait que personne d'autre ne semblait le signaler, ces observations ont laissé Aceta à la fois perplexe et préoccupé par le fait que quelque chose de vraiment mystérieux se passait à la base aéronavale de Limour. David Marler est un auteur sur les ovnis. Il a donné des conférences à travers les États-Unis et a été consultant pour diverses émissions de télévision concernant les ovnis. Cependant, son œuvre la plus connue est peut-être son livre de 2013, OVNI triangulaire, An Estimate of the Situation. Dans ce livre, Marler met en avant d'innombrables rapports d'observation triangulaire et a personnellement examiné plus de 17 000 dossiers concernant ces engins. Citation, il s'agit de comptes rendus très importants de bas niveau et très détaillés, a souligné Marler dans un courriel. Cela rend cette catégorie d'ovnis les plus convaincantes. Les essais top secrets du bombardier furtif B-2 Spirit et du F-117 Nighthawk ont sans doute été à l'origine de certains de ces rapports de triangles noirs à la fin des années 80 et au début des années 90. Mais que se passe-t-il lorsque ces triangles sont antérieurs aux avions furtifs expérimentaux, tant aux États-Unis que dans le reste du monde? Les rapports de Marler s'étendaient sur plusieurs continents et décennies. Dans les années 60, des triangles ont été signalés dans de nombreux États des États-Unis, notamment en Géorgie, au Texas, en Pennsylvanie, dans le Connecticut et à Porto Rico. Le plus remarquable a été une vague d'observation d'engins de forme triangulaire de 1983 à 1986 dans la vallée de l'Hudson, à environ 50 miles au nord de New York City. Mais des rapports similaires provenant de Londres, Madrid, Tchécoslovaquie et une autre vague d'observation en Belgique en 1990, dans laquelle l'armée de l'air belge a tenté d'intercepter l'un des triangles, ont été encore plus intrigants. Étonnamment, le triangle a réussi à déjouer les avions de chasse atteignant des vitesse estimée à environ 1800 km/h avant de disparaître sans aucun signe de propulsion ou de bang sonique. Ce qui est encore plus convaincant, c'est un grand nombre des rapports et des dossiers de Marler à découvert sont antérieurs à la technologie furtive moderne et qui est souvent attribuée à ces observations. Il a ainsi retrouvé des rapports de triangle noir remontant à 1888 dans les Indes orientales néerlandaises et même une vague d'observations de triangles en 1895 en Angleterre et en Écosse. Mais l'aspect le plus curieux de ces rapports était leur similitude frappante entre l'époque et aujourd'hui. Marler déclare, citation, les rapports décrivent clairement des objets comme ayant une largeur de 100 pieds à la base et une longueur totale de 200 pieds. Cela correspond au rapport de la Belgique et du sud de l'Illinois dans les années 1989-1991 et 2000 respectivement. Est-il possible que nous ayons affaire aux mêmes objets malgré les différences géographiques et les différences temporelles d'environ 100 ans? Fin de la citation. Avec des capacités qui déconcertent même les pilotes de chasse les plus expérimentés, la question demeure. Qui ou quoi contrôle ces triangles? Marler suggère que certains des triangles signalés semblent être d'origine militaire. Il s'agit des rapports où l'on voit des traînées de condensation en même temps que l'engin et ceux qui présentent une dynamique de vol conventionnelle et le bruit des moteurs qui est associé. Des experts aérospatiaux m'ont avoué que nous avons des avions militaires triangulaires, mais ce sont ceux qui ne présentent pas ces caractéristiques de vol communes qui m'intéressent vraiment. Les lumières de ces triangles sont encore plus intéressantes pour Marler. Ils ne clignotent pas comme le feraient des feux de collision ou d'atterrissage. Ils projettent simplement de la lumière vers le bas en direction du sol. Marler explique qu'il pense que ces lumières font partie intégrante de la technologie de propulsion. Peu importe ce que ces lumières peuvent représenter, la question la plus importante est de savoir quel est le but global de ces triangles. Christopher Mellon est l'ancien secrétaire adjoint à la Défense, chargé du renseignement et ancien directeur du personnel de la commission sénatoriale du renseignement. Il a joué un rôle essentiel dans l'élaboration de la législation incluse dans la récente évaluation préliminaire de Pan par le bureau du directeur de la Sûreté nationale. Et intéressé par les ovnis depuis son enfance, Mellon a utilisé son accès au gouvernement et ses relations avec des fonctionnaires de haut niveau pour tenter de trouver toutes les informations qu'il pouvait sur la question des ovnis. Cela inclut le sujet spécifique des triangles noirs. Dans un courriel, Mellon explique cela. Citation.
Il y a un rapport signal-bruit surprenant concernant les rapports persistants de ces objets triangulaires. Des rapports étrangement cohérents nous parviennent depuis plusieurs décennies de sources militaires et civiles fiables dans le monde entier. Les descriptions, fin de la citation, pardon. Les descriptions du triangle noir par Aceta sont étonnamment similaires à de nombreux rapports et observations que Marler et Mellon ont rencontrés dans leurs propres recherches, en particulier l'aspect de vol bas et de déplacement lent. Mellon demande, citation, on peut se demander pourquoi voler si bas et si lentement dans l'obscurité alors que la technologie moderne permet de tout voir clairement depuis l'espace. La réponse qui me vient à l'esprit est que quelqu'un a besoin de détails extrêmement précis, peut-être des détails non seulement de la surface, mais aussi des structures et infrastructures souterraines, y compris l'énergie et les communications. L'autre valeur de lent à basse altitude et sombre est l'indétectabilité. Les basses altitudes généralement observées feraient passer ces grands vaisseaux sous la plupart des radars. Donc pour moi, cela ressemble et agit beaucoup comme une plateforme de reconnaissance clandestine. Fin de la citation. Si les triangles sont des engins de reconnaissance, que font-ils exactement à la base aéronavale de Limbourg et qui les pilote? Mellon ajoute, citation, « J'aimerais bien savoir qui les fait voler et dans quel but, d'autant que les pans triangulaires sont souvent vus au-dessus ou à proximité d'installations militaires. Certains de ces rapports sont-ils en fait des avions secrets américains? Bien sûr. Mais le sont-ils tous? Absolument pas. » Fin de la citation. En toute transparence, l'auteur a contacté le bureau des affaires publiques de la base aéronavale de Limours pour obtenir des commentaires sur ce qu'Aceta a pu voir à 5 occasions différentes directement au-dessus de l'installation, après plusieurs longues conversations téléphoniques au cours desquelles chacune des observations d'Aceta a été discutée en détail. Ils ont refusé tout commentaire. L'auteur a également reçu une réponse à la loi sur la liberté de l'information de la part du ministère de la Marine, indiquant que NASL a effectué une recherche diligente et n'a trouvé aucun document recevable. Conformément au texte, ces documents sont conservés pendant 2 ans, puis détruits. À son tour, le service des affaires publiques de Limours a transmis notre demande à la porte-parole du Pentagone, Susan Goff, qui a déclaré à l'auteur, citation, « Pour maintenir la sécurité des opérations et pour éviter de divulguer des informations qui pourraient être utiles à nos adversaires, le département de la Défense ne discute pas publiquement des détails des observations de l'examen des incursions signalées dans nos champs d'entraînement ou dans l'espace aérien désigné, y compris les incursions initialement désignées comme PAN. » Fin de la citation. Sans explication de la part de la base aéronavale de Limours et du ministère de la Marine ou du Pentagone, Aceta, comme beaucoup d'autres, se demande vraiment ce que sont ces triangles noirs qui les contrôlent. Alex Hollings a servi en tant que marine en service actif pendant 6 ans et demi. Il est actuellement rédacteur en chef de Sandbox, un site web consacré aux affaires militaires, à la politique étrangère et à l'analyse des technologies de défense. Enfant, j'ai vu ce que je dirais être un ovni triangulaire, a déclaré Hollings à l'auteur dans un courriel. J'ai vu un grand avion triangulaire voler à basse altitude au-dessus de mon quartier dans le Connecticut et il n'a fait aucun bruit appréciable. Fin de la citation. Hollings a admis qu'il s'était intéressé aux ovnis dès son plus jeune âge, et bien que l'événement l'ait marqué dans son service militaire ultérieur et sa compréhension des opérations classées Need to Know ont mis en évidence le triangle volant qu'il avait vu enfant. En ce qui concerne ce que les triangles pourraient être en réalité, Hollings attribue de nombreuses observations à la technologie avancée des avions. Citation. Il s'agit très probablement de démonstrateurs, de prototypes, de tests d'aéronefs classés pour inclure des drones par exemple. Le B-2 Spirit et le futur B-21 Raider sont tous deux de grands avions triangulaires, tout comme le très secret drone RQ-180. Un certain nombre d'autres programmes de drones avancés ont utilisé la forme d'ailes volantes triangulaires, notamment le MQ-25 Stingray et le X-47B qui, pour être honnête, ressemblent à un ovni. Fin de la citation. Mais Hollings n'a pas été prompt à expliquer que toutes les observations de triangles étaient des avions militaires mal identifiés. Citation, bien qu'il y ait évidemment beaucoup de choses qui pourraient être confondues avec un ovni triangulaire, je continue à penser que certaines ne sont peut-être pas si faciles à expliquer. Mais 99% du temps, un triangle n'est un mystère que pour ceux qui n'ont pas une habilitation de sécurité suffisante. Fin de la citation. Nick Cook est un journaliste spécialisé dans les domaines de l'aérospatiale et de la défense. D'ailleurs, hop, une jolie badge du Raider et Nick Cook. Voilà. Pour ceux qui sont dans le podcast, je montre les images au fur et à mesure. Après avoir été le rédacteur en chef de l'aviation du Gens Defense Weekly,
Bénéficiant d'un accès sans précédent aux derniers développements en matière d'aérospatiale et de défense, tant en Europe qu'aux États-Unis et dans le reste du monde, Nick Cook a vu l'occasion d'utiliser cet accès pour poursuivre une curiosité et une mission personnelle. Dans un entretien avec l'auteur, il a expliqué cette mission. Deux points. Quel est le secret le plus profond, le plus sombre que je puisse concevoir que le gouvernement américain pourrait cacher? Il s'agirait d'une nouvelle forme de propulsion. Fin de la citation. Cette question allait progressivement conduire Cook à une enquête de 10 ans qui a abouti à un livre à succès, The Hunt for Zero Point. Citation. Je ne considérais pas du tout les ovnis. Je regardais cela purement à partir d'un programme secret et d'une base de données furtive. Fin de la citation. Cela a finalement conduit Cook à interviewer le personnel de diverses entreprises qui composaient la base industrielle de la défense, un complexe mondial qui permettrait la recherche et le développement, la conception et la production de systèmes d'armes, de sous-systèmes, de composants et de pièces qui répondraient aux exigences de l'armée américaine. Alors que Cook naviguait dans le monde du budget secret, il a tenté de découvrir la possibilité que des scientifiques et des entreprises aérospatiales développent des engins ayant des applications de portance positive ou des propriétés antigravitationnelles. Les triangles noirs pourraient-ils représenter à la fois un exemple de technologie furtive et d'antigravité en un seul engin? La réponse honnête de Cook à cette question est la suivante. Citation. Compte tenu des retours radars et des rapports concernant la vague de triangles noirs en Belgique, ces engins ne se déplaçaient pas seulement extrêmement rapidement, mais aussi si lentement. Cette anomalie ne peut être expliquée par aucune explication aérospatiale conventionnelle, même très secrète. Fin de la citation. Le National Institute for Discovery Science NIDS était un organisme de recherche financé par le promoteur immobilier Robert Bigelow en 1995. Au sein de l'Institut, différents scientifiques ont été engagés pour mener une étude sérieuse sur les phénomènes inexpliqués, dont les ovnis. Une ligne d'assistance téléphonique a été créée pour recevoir les rapports d'ovnis dans tous les États-Unis et au cours de l'année 2000, il y a eu une explosion de rapports de triangles noirs, notamment une vague d'observations à Shiloh, dans l'Illinois, le 5 juillet, où plusieurs agents des forces de l'ordre ont tenté de poursuivre ces objets, mais ils n'y sont pas parvenus. Le NIS a travaillé avec diligence pour tenter de percer le mystère des triangles noirs et est parvenu à une conclusion défendable en 2002. Après avoir étudié plus de 150 cas de triangles noirs et en utilisant les détails de l'engin lui-même et ses comportements, leurs données ont ensuite été corrélées dans une carte graphique qui a montré un grand nombre de cas ayant lieu à proximité d'installations militaires. Mais ce n'est pas tout. Ils ont consulté plusieurs personnes ayant un passé dans le développement aérospatial, qui ont constaté que les dimensions de ces engins et les comportements étaient extrêmement similaires à des dirigeables plus légers que l'air qui pourraient éventuellement fonctionner avec des systèmes de propulsion très avancés, qui rendraient l'avion à la fois silencieux et indétectable pour la plupart des systèmes de radar. Si cette étude du NIDS de 2002 pourrait expliquer certains des triangles noirs, elle ne les explique certainement pas tous. Selon l'étude, ces dirigeables mesuraient environ 600 pieds de long, 300 pieds de large et pesaient environ 100 tonnes, capables de transporter d'énormes charges utiles sur de vastes distances sans être détectés par les radars. Cependant, de nombreux rapports sur les triangles noirs décrivent l'engin comme se déplaçant très lentement, puis décollant à une accélération instantanée sans aucun signe visible de propulsion. Cook a souligné que, citation, « c'est la nature aguichante et séduisante du phénomène. Il reflète certaines parties de ce qui se passe dans le monde réel. Ainsi, certains développements aérospatiaux pourraient expliquer une partie des données relatives aux observations de triangles noirs, mais ils ne pourraient pas expliquer l'ensemble des données. Et c'est là que vous vous retrouvez à vous gratter la tête. » Fin de la citation. Mais ce qui est peut-être encore plus fascinant et mystérieux, c'est qu'il existe peut-être un tel engin capable de remplir des fonctions plus légères que l'air tout en se déplaçant à des vitesses hypersoniques. Il suffit de la forme d'un triangle pour que cette possibilité se concrétise. Il suffit de regarder les ambitions d'un homme et de la marine américaine. Brett Tingley est un écrivain et journaliste indépendant qui se concentre sur la technologie et l'aérospatiale pour le site d'information The Warzone. Il est tombé sur un brevet inhabituel mais intrigant, déposé par Salvatore Cesar Pais, un ingénieur en mécanique et en aérospatiale qui travaillait à la Patuxent River Naval Air Station dans le Maryland, la principale base de recherche et d'essai d'avions de la marine. Dans un courriel, Tingley explique que, citation, ces brevets ont été à l'origine un projet de recherche qui a été financé par le programme Naval Innovation Science and Engineering, NISE, Basic and Applied Research, BAR. Mais quel était le rapport avec les triangles? L'un des brevets sur lesquels Tingley est tombé concernait un engin qui, selon Pais, pouvait atteindre des valeurs élevées d'intensité de champ électromagnétique,
Ces flux de champs électromagnétiques à haute énergie pourraient être utilisés pour construire un engin dont la propulsion et la puissance dépasseraient les systèmes dynamiques à gaz et permettraient la conception d'un engin hybride aérospatial sous-marin basé sur la propulsion par champ, capable de missions multidomaines. L'un des brevets comprenait des dessins de l'un des engins proposés, représentant une section transversale triangulaire. País, notant que cette conception peut être, mais sans limitation, une configuration d'aile conique ou lenticulaire triangle delta, cependant, Tingley fait remarquer que, citation, il n'est dit nulle part que l'engin doit être triangulaire ni noir. L'inventeur affirme que ce concept pourrait permettre la conception de très grands vaisseaux. Les brevets sont certainement légitimes pour ce qu'ils sont. Des applications proposées et très hypothétiques, du concept de physique théorique de l'inventeur, pour lequel nous n'avons toujours pas vu de vérification expérimentale. Fin de la citation. Les brevets de País ont également attiré l'attention de plusieurs autres journalistes. Ross Coulthard est un journaliste d'investigation primé pour les actualités australiennes, notamment la version australienne de l'émission d'actualité 60 Minutes. Son intérêt personnel pour le sujet des ovnis l'a amené à interviewer de nombreux anciens responsables du gouvernement, des services de renseignement et de l'armée sur le sujet. C'est ainsi que sont nés les étranges mais fascinants brevets de la marine. Dans une interview vidéo réalisée par l'auteur avec Coulthard, celui-ci déclare qu'il est possible que, citation, l'Amérique pourrait s'inquiéter du fait que ses rivaux stratégiques soient sur le point de réaliser une sorte de percée technologique, notamment avec des systèmes d'énergie antigravitationnelle. L'Amérique pourrait perdre un avantage. L'hypothèse est que ces brevets représentent une tentative des Américains d'anticiper l'exploitation de cette technologie. Ainsi, lorsque leurs rivaux commenceront à la montrer et à en revendiquer les droits, les Américains pourront affirmer qu'ils l'ont déjà et qu'ils n'ont pas à les payer pour cela. Le fait que la marine américaine affirme que cette technologie est opérationnelle, je ne sais pas pourquoi cela ne fait pas la une des journaux. Fin de la citation. Alors que ces brevets n'existent peut-être que dans l'esprit d'un ingénieur ambitieux, le fait qu'un tel engin soit envisagé par la marine est intéressant, car il ne fait qu'ajouter des couches de mystère au triangle, et à ce qu'Acheta a pu voir au-dessus de la base aéronavale de Limour. Ce mystère, cependant, était sur le point de se répondre comme jamais auparavant. Le 8 avril 2021, le documentariste Jeremy Corbell et le journaliste d'investigation George Knapp ont publié plusieurs diapositives et une vidéo dont il a été confirmé qu'elles avaient été utilisées dans des documents d'information du groupe de travail sur les pans. La vidéo, d'une durée d'environ 40 secondes, montre en vision nocturne ce qui semble être un engin de forme triangulaire ou pyramidale se déplaçant lentement dans le ciel à travers les nuages. La vidéo a été prise au large de la côte de San Diego en juillet 2019. Elle a été filmée par des officiers de la marine au large de l'USS Russell, un destroyer de la marine américaine. Dans une interview avec Knapp, Corbell a déclaré, citation, « Cela montre ce qu'ils ont décrit comme des véhicules. Ils se sont assurés dans ce briefing classé. Ils ont fait une grande distinction que ce n'est pas quelque chose que nous possédons et ce n'est pas quelque chose qui vient d'une nation rivale. » Fin de la citation. L'authenticité de la vidéo a été confirmée par Susan Goff, porte-parole du Pentagone. Dans un email à l'auteur, elle a déclaré, citation, « Je peux confirmer que les photos et vidéos référencées ont été prises par du personnel de la marine. L'UAPTF a inclus ces incidents dans ses examens en cours. » Fin de la citation. Ce qui est encore plus intriguant, c'est que cet événement a coïncidé avec plusieurs autres dans le champ de tir d'entraînement au large de la côte sud de la Californie. Signalé à l'origine en juillet 2019, le réalisateur de documentaire, Dave Beatty, a découvert que des essaims de mystérieux drones étaient observés autour et au-dessus des USS Paul Hamilton, USS Kidd, USS Josephine, USS Rafael Peralta et USS Russell. L'US Navy a mené une enquête approfondie sur ces événements afin de déterminer si le contrôle de la zone de la flotte avait fait voler des drones à proximité et à l'époque de ces événements. Beatty a déposé une demande de loi sur la liberté d'information auprès du département de la Marine pour savoir si des exercices de drones avaient été enregistrés lors de ces événements mystérieux. En résumé, Beatty a expliqué dans un email que l'US Navy, donc citation, l'US Navy ne pilotait pas les drones ou les véhicules qui ont été vus. Non seulement ils ne savent pas de quel drone il s'agit, mais il y a plus de 90 pages d'informations sur ces événements qui sont restés classés. Fin de la citation. Ainsi, alors que ces pyramides volantes ne sont peut-être pas des drones de la marine américaine, il y a apparemment une quantité massive de données et d'informations sur ces événements qui restent exemptés de divulgation et demeurent dans le purgatoire omniprésent de la classification et de la transparence.
Le 23 novembre 2021, le ministre de la Défense des États-Unis a annoncé la création du groupe de synchronisation de l'identification et de la gestion des objets aéroportés, IOMS. Ce groupe succédera à l'US Navy, Unidentified Aerial Phenomena Task Force. L'objectif de l'IOMS sera de, citation, synchroniser les efforts du département et du gouvernement américain au sens large pour détecter, identifier, attribuer les objets d'intérêt dans l'espace aérien à un usage spécial, et pour évaluer et atténuer toute menace associée à la sécurité des vols et à la sûreté nationale. Fin de la citation. Pour assurer la supervision de l'IOMS, le secrétaire adjoint a également demandé au directeur du renseignement de la défense de diriger un conseil exécutif d'identification et de gestion des objets aéroportés, composé de membres du département de la défense et de la communauté du renseignement, et d'offrir un lieu de représentation interagence du gouvernement américain. En réponse à ce groupe nouvellement créé, de nombreux nouveaux membres du Congrès des États-Unis ont travaillé ensemble sur la question bipartisane de la transparence du gouvernement lorsqu'il s'agit de la question des ovnis PAN. Le 17 mai 2022, un panel de la Chambre des représentants a tenu la première audience publique du Congrès sur les ovnis depuis plus d'un demi-siècle. Le sous-secrétaire à la Défense pour le renseignement et la sécurité, Ronald Moultrie, et le directeur adjoint du renseignement naval, Scott Bray, ont témoigné devant une sous-commission de la Chambre sur la façon dont le ministère de la Défense organiserait les rapports pour l'IOMS. Au cours de cette audition, de nombreux membres du Congrès ont interrogé Moultrie et Bray sur des incidents OVNI spécifiques survenus au-dessus d'installations militaires et de zones d'entraînement. Cette audition, qui ne sera très probablement pas la dernière du genre, donne à de nombreuses personnes l'espoir que le gouvernement américain trouvera peut-être quelques réponses aux cas d'OVNI signalés. Mais certainement pas toutes. Christopher Mellon ajoute, citation, « Je m'attends à ce que le gouvernement américain insiste encore sur le fait qu'il n'y a pas de preuve de l'existence extraterrestre, mais je ne vois pas comment notre gouvernement peut continuer à nier que nous sommes confrontés à de nouvelles technologies exotiques d'origine inconnue qui ont des ramifications potentiellement dangereuses en matière de sécurité nationale. Une fois que nous aurons pris conscience de ces implications, nous devrons déployer des efforts sérieux et durables pour enquêter sur cette incroyable énigme. » Fin de la citation. Plus important encore est la disparition des stigmates liés au signalement d'OVNI, tels que les triangles noirs. Dans l'évaluation préliminaire du groupe de travail sur les PAN, on peut lire, citation, « Les récits des pilotes de la communauté opérationnelle et des analystes de l'armée et de la communauté du renseignement décrivent le dénigrement associé à l'observation de PAN, à son signalement ou à la tentative d'en discuter avec des collègues. Bien que les effets de ces stigmates ne soient atténués à mesure que des membres de haut niveau des communautés scientifiques, politiques, militaires et du renseignement s'engagent sérieusement sur le sujet en public, le risque de réputation peut maintenir le silence de nombreux observateurs, ce qui complique la poursuite scientifique du sujet. » Fin de la citation. Les observations du triangle noir par Angelo Acetas au-dessus de la base aéronavale de Limours sont des récits édifiants de ce qui s'est passé lorsque le personnel militaire a gardé le silence. Mais après avoir entendu les récents récit des pilotes de la marine, cela a changé. Citation, « Je me suis finalement senti assez à l'aise pour raconter mon histoire. » Fin de la citation. Et si d'autres témoins militaires se sont manifestés, ce qui a conforté Aceta dans sa décision de faire de même, c'était bien plus personnel que cela. Citation, « Je viens d'avoir la naissance de mon premier enfant. En tant que père, je veux qu'elle grandisse en réalisant que nous ne sommes pas seuls dans cet univers et qu'un jour, qui que ce soit, il se présentera à nous. Je ne veux pas qu'elle ait des pensées négatives envers les ovnis ou les extraterrestres. » Fin de la citation. Alors que la question de savoir si nous sommes seuls ou non continue de se poser dans un monde où notre paysage scientifique est en constante évolution, l'hypothèse extraterrestre continue de s'immiscer dans la trame du discours sur les ovnis. Mais pour des chercheurs comme David Marler, il choisit de se concentrer sur les centaines de cas documentés en s'appuyant sur les données, les faits et les preuves. Il suggère que les individus de maintenir un optimisme prudent et de penser que l'on peut recueillir des informations qui pourraient à terme conduire à des réponses définitives. Si je n'avais pas le sentiment que c'est une possibilité lointaine, je ne perdrais pas mon temps à faire des recherches sur le sujet. Fin de la citation. Aceta a également souligné l'importance pour les témoins, en particulier ceux de l'armée, de se présenter avec leur récit personnel d'OVNI. Citation, « N'ayez pas peur de raconter votre histoire. Plus personne ne vous persécutera ou ne pensera que vous êtes fou. Des centaines de personnes sont témoins de ce dont j'ai été témoin partout dans le monde. » Fin de la citation. Bien que près d'une décennie se soit écoulée depuis les rencontres ultérieures d'Aceta avec le Triangle Noir, il se souvient de chaque incident avec acuité. Citation, « C'est comme si les images étaient gravées dans ma tête. Je n'oublierai jamais ces observations. Tous les jours, quand je me réveille, je regarde toujours le ciel pour voir s'ils me rendent à nouveau visite. » Fin de la citation.
Malgré ses événements extraordinaires, la vie a continué pour Aceta. Il est actuellement directeur d'une installation sportive intérieure-extérieure dans le New Jersey, marié et père de famille. Et même s'il se demandera toujours ce qu'était le triangle noir qui planait sans effort au-dessus de la base aéronavale de Limour, une chose est sûre, citation, je sais pertinemment que nous ne sommes pas seuls. Fin de la citation. Quant à savoir si nous sommes seuls ou non, le gouvernement américain n'en est pas aussi convaincu. Alors qu'ils continuent leur propre recherche de réponses à travers des rapports détaillés, dont celui d'Acheta devrait certainement être pris en compte, Acheta lui-même, comme tant d'autres témoins militaires et civils, continuera à chercher ces réponses quelque part dans les cieux. Voilà, c'était le premier article de Ryan Sprague qui a une conclusion qui vient d'être publiée le 17 juillet. Un militaire de l'US Air Force raconte qu'il a vu un triangle noir au-dessus d'une base militaire. Les ovnis triangulaires continuent de défier toute explication, mais ils ont fait leur entrée dans le débat. Aaron Culley sert actuellement dans l'armée américaine en tant que superviseur des équipements terrestres aérospatiaux. Il a rejoint l'US Air Force en 2008 et a depuis voyagé dans toute l'Europe, notamment à Chypre, en Turquie, au Royaume-Uni et au Portugal. Après avoir lu un article précédent de l'auteur intitulé Navy Serviceman Reports 5 Separate Triangle UFO Incidents over Naval Air Station, il s'est senti obligé d'annoncer qu'il avait vu un mystérieux triangle noir. Et bien qu'il n'ait pas été engagé à l'époque, l'événement s'est produit au-dessus d'une base militaire hautement sensible. C'était en avril 1999, à Lompoc, en Californie. Vers 11 heures du matin, Culley, âgé de 14 ans à l'époque, était dehors avec des amis, faisant du skateboard devant le duplex où il vivait. Ce duplex se trouvait notamment à un jet de pierre d'un site de lancement de missiles nucléaires intercontinentaux, la base aérienne de Vandenberg, aujourd'hui base des forces spatiales. Alors que lui et ses amis continuaient à faire du skateboard, Culley se souvient de ce qui suit. Citation. Je me souviens qu'un de mes amis m'a montré quelque chose dans le ciel qui ressemblait à un triangle noir avec des lumières rouges, bleues et blanches à chaque coin. Après que mon ami l'ait montré, je l'ai vu aussi. Il était en vol stationnaire à l'ouest de Vandenberg et juste au-dessus de la plage locale de Surf Beach. Il n'y avait aucun son provenant de cet objet. Immédiatement après l'observation, Culley a contacté le National UFO Reporting Center, Norfolk. À l'époque, il ne savait pas trop quoi penser de l'OVNI, mais plusieurs années plus tard, après avoir entendu parler d'autres rapports d'OVNI de triangle noir, il a déclaré ce qui suit dans une interview vidéo avec l'auteur. Alors je vous fais un résumé rapide de l'interview. Il dit que cela pouvait être militaire, mais ce qui lui posait problème, c'est que cela reste immobile dans le ciel. Je reprends l'article. À l'époque, la base aérienne de Vandenberg ne disposait pas d'avions militaires, se concentrant uniquement sur le positionnement par satellite et sur diverses formes de lancement de fusées. En repensant à cette observation, des années plus tard, Culley a déclaré ce qu'il suit. Donc là, c'est aussi une traduction résumée de la vidéo. Il se pense chanceux de l'avoir vu. Il ne pense pas aujourd'hui que cela a été fait par la main de l'homme. Et il pense que la présence de cet engin était due à la proximité de l'océan Pacifique et de la base de Vandenberg. Je reprends l'article. En tant que membre de l'armée en service actif, Culley devrait être félicité pour être allé de l'avant avec son observation, sachant qu'il y a seulement quelques années, le ridicule l'aurait très probablement empêché de parler de cet événement. Mais avec l'acceptation par plusieurs branches de l'armée d'un phénomène ovni légitime au-dessus de nombreuses installations militaires et le devoir de signaler de tels événements, Culley s'est senti autorisé à parler enfin de son observation. Citation. Je voulais parler de cette observation parce que j'ai l'impression que j'ai besoin de la laisser sortir. Je suis sûr que je ne suis pas le seul à avoir vu et j'espère qu'un jour, quelqu'un d'autre à proximité d'une base de lancement de missiles viendra raconter ce qu'il a vu. Je demande instamment à tous les militaires de signaler leur observation d'OVNI. Nous devons adopter une nouvelle culture de déstigmatisation de ce sujet et plus nous serons nombreux à nous manifester, plus nous serons prêts d'accepter ce phénomène comme un fait. Fin de la citation. Le 13 juillet 2022, la Chambre des représentants a approuvé un amendement au projet de loi annuel sur les dépenses de défense des États-Unis qui vise à établir un système sécurisé de signalement des phénomènes aériens non identifiés. Le système mis en place par l'amendement recevra les rapports de tout événement lié aux phénomènes aériens non identifiés, en plus de toute activité connexe du gouvernement, des entrepreneurs fédéraux ou des programmes. Il semble que nous nous rapprochons de la réalisation des espoirs de Culley alors que nous continuons à chercher des réponses quelque part dans le ciel. Fin de l'article. Voilà, je remercie encore une fois Ryan Sprague pour les droits de traduction. Et comme il a mentionné dans la première partie du premier article la vague des ovnis de l'Hudson, je suis allé vous chercher un article assez récent du 11 juillet de Jazz Show qui justement parle de ce sujet.
Les, les ovnis de la vallée de l'Hudson, comment les médias ont réagi à une vague d'ovnis dans les années 1980, Jazz Show pour The Debrief. Pendant l'été des soucoupes en 1947, pendant plus d'une décennie par la suite, les ovnis étaient un sujet sérieux dans les médias. Le sujet a été largement couvert, alors que le public et le gouvernement semblaient s'interroger sur ce que les gens voyaient dans le ciel. Mais lorsque le projet Blue Book s'est terminé en 1969, le ton des journaux et des films d'actualité américains a considérablement changé. De nombreux journalistes se moquent ouvertement de ceux qui parlent de petits hommes verts et de soucoupes volantes. Cela a sans doute plu au gouvernement fédéral et de nombreux chercheurs soupçonnent que cela s'est produit à dessein. Mais ce n'était toujours pas le cas. Certains événements ont suscité une attention considérable de la part du public et ont été rapportés par la presse de manière plutôt sobre. L'un d'entre eux est la série d'observations dans le nord de l'État de New York, connue sous le nom d'alerte de la vallée de l'Hudson. Alors que des observations éparses avaient déjà été signalées dans la région située à quelques heures au nord de New York, la véritable explosion d'activité semble avoir commencé le soir du Nouvel An 1982. Un officier de police à la retraite a rapporté avoir vu un énorme objet en forme de V avec de multiples lumières colorées planer presque silencieusement au-dessus de sa propriété. Il ne serait pas la dernière personne à signaler un tel événement. Beaucoup d'autres ont suivi et le 23 mars 1983, le journal local de Portchester, New York, publiait en première page un article décrivant des foules de personnes affirmant avoir vu l'objet triangulaire. Parmi les témoins interrogés figurait un officier de police en service, Kevin Soravia, qui déclare avoir vu l'objet 2 fois en 45 minutes après que son service eut reçu plus de 100 appels. Il a décrit l'objet de la même manière que les autres, disant qu'il l'avait vu s'arrêter en plein vol et tourner perpendiculairement avant de faire marche arrière et de disparaître. À aucun moment dans l'article il n'a été suggéré que les gens inventaient des histoires ou identifiaient mal quelque chose. En novembre de cette année-là, les journaux locaux ne couvraient pas seulement les observations elles-mêmes, mais aussi les personnes qui affluaient dans la vallée pour enquêter sur cette activité. Le 11 novembre, le Journal News de White Plains, dans l'État de New York, a publié un article sur 2 colonnes présentant des interviews d'enquêteurs sur les ovnis. Un ufologue du Connecticut, membre de Citizens Against UFO Secrecy, déclarait à un journaliste que davantage d'extraterrestres visiteraient probablement la Terre si les humains n'étaient pas aussi hostiles à leur égard. Un deuxième enquêteur a accusé le gouvernement fédéral d'avoir écrasé des disques volants et des corps extraterrestres, insistant sur le fait qu'il dissimulait l'information pour la cacher au public. Le journal a même inclus des commentaires de J. Allen Hynek, qui a décrit comment et pourquoi il a quitté son poste de conseiller scientifique du projet Blue Book. Hynek a également déclaré que les chercheurs se livraient à une guerre publicitaire avec l'armée, car les responsables militaires cherchaient à ridiculiser toute personne qui signalait une observation. Les observations se poursuivaient encore l'année suivante et les journalistes s'étaient dispersés pour explorer d'autres explications possibles n'impliquant pas les extraterrestres. Le 28 juin 1984, Poughkeepsie Journal a publié un article dans lequel il s'entretenait avec des témoins qui accusaient des pilotes cascadeurs de petits avions de survoler la région en formation serrée en forme de V pour faire croire aux gens qu'ils voyaient quelque chose d'autre. Ils ont même parlé à un officier de police qui a affirmé avoir vu les avions jusqu'à un aéroport local et a parlé à l'un des pilotes qui a admis avoir monté le canard. Cependant, les pilotes n'ont jamais été nommés. Le journal a également pris soin d'inclure les réfutations d'autres témoins qui ont souligné qu'ils pouvaient facilement identifier un groupe d'avions volant en formation et ont ajouté qu'aucun groupe de pilotes ne pouvait expliquer les nombreuses observations qui avaient été rapportées. Une fois de plus, rien ne laisse penser qu'il s'agisse d'une plaisanterie. En août de la même année, le même journal a couvert la toute première convention sur les ovnis organisée dans la région. Plus de 500 personnes y assistent et les journalistes sont présents pour couvrir l'événement. Hynek est l'orateur principal et il décrit l'affaire en cours comme un vrai mystère. Lui et un autre orateur ont également jeté de l'eau froide sur l'idée qu'un petit groupe d'avions Cessna pourrait être responsable de tout ce qui s'était passé. Les observations de l'objet triangulaire massif ont fini par s'estomper, mais pas la croyance en des objets non identifiables volant au-dessus de la vallée de l'Hudson. Un restaurant nommé Cup and Saucer a rapidement ouvert ses portes à Pine Brush, dans l'État de New York, avec une grande soucoupe volante bien en évidence sur le panneau au-dessus de la porte. Un musée consacré aux ovnis et au paranormal a été ouvert dans la même ville et fonctionne encore aujourd'hui. Et chaque fois qu'ils organisent un événement public ou un défilé, les journalistes se présentent pour couvrir l'action et ils ne se moquent toujours pas des gens qui y assistent, à l'exception de quelques personnes portant des costumes d'extraterrestres plus extravagants, bien sûr. Les autres grands journaux du pays ont passé une grande partie des 5 dernières décennies à ignorer ou même à se moquer des histoires d'ovnis. Tout a changé avec la publication de l'article choc du New York Times en décembre 2017. Maintenant, il semble que tous les médias du pays en parlent et couvrent les mesures prises par le Congrès.
Mais dans un coin perdu au nord de l'État de New York, certains journaux les ont devancés de 40 ans. Fin de l'article. Voilà, c'était une version longue des épisodes courts de cet été. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur les cas d'OVNI en triangle. Je sais que c'est une passion pour certains des auditeurs. Je vous dis à mercredi, si je ne me trompe pas, pour le résumé des derniers épisodes de Skinwalker Ranch.